Salut les marques et les smarks et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et aujourd'hui je suis accompagné évidemment de Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Voilà, je t'ai pas fait de petits compliments d'habitude, voilà, je te fais un petit qualificatif, mais là... relation se détériore manifestement. Non, elle se banalise. Et pour éviter justement que ce soit trop banal, on a un invité, et oui, nous serons trois, donc c'est pas un table for free, c'est un podcast for free, un supplément SmackDown for free, puisque nous accueillons Raphaël. Salut Rafa. Salut tous les deux, j'espère que vous allez bien, et merci de m'accueillir. Donc Raphaël qui a dit avant l'enregistrement du podcast qu'il ferait le heel de ce numéro. Donc on va voir exactement ce qu'il a pensé de cet épisode de SmackDown qui avait lieu donc le 8 novembre 2016 à Glasgow en Écosse. Et oui, c'est la mini tournée européenne en ce moment pour la WWE. Alors d'ailleurs Rafa, c'est dommage parce qu'il me semble que tu étais en Écosse il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Tu as loupé... la participation à un épisode de SmackDown. À 3 semaines près, j'aurais pu aller à Raw et SmackDown, mais comme j'ai passé des vacances où il a fait soleil tout le long et que c'est peut-être plus le cas actuellement en Écosse, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que c'est étonnant, d'habitude les Raw et les SmackDown, ils les enregistrent plutôt à Londres ou à Manchester. Je sais pas si c'est une première ou en tout cas c'est assez rare en Écosse. Ouais, Glasgow, ça me dit rien. Ouais, bon, bah, on va faire appel une fois de plus à nos auditeurs. Voilà, si vous savez, la dernière fois que de WWE a tourné un épisode à Glasgow, enfin en tout cas en Écosse, bah, faites-le nous savoir. Au passage, je vous rappelle, vous pouvez évidemment nous suivre sur iTunes, PodCloud, YouTube pour ne manquer aucun épisode et découvrir plein de surprises. Et il y a eu un nouveau numéro de Talking Catch il n'y a pas très longtemps. Où ça parle de plein de toutes les news de l'actualité du monde du catch. Et nous, on va plutôt vous parler de SmackDown, comme d'habitude, avec au menu James Ellsworth qui ressemble à un pied, la dernière tag team qui se qualifie pour les Survivor Series, et oui, on est en plein dedans, la mission Apollo Crews qui est en totale perdition, Becky Lynch et Alexa Bliss qui s'affrontent enfin pour le titre suprême féminin, et Daniel Bryan qui fait n'importe quoi. Arrêtez cet homme, s'il vous plaît. Que fait la police? Donc on va. Alors, c'était pas mal. Il y avait pas mal d'histoires qui se sont croisées, en tout cas qui sont séparées en cours de route. Du coup, je vais essayer de maintenir le cap et on va essayer de faire en sorte que ça soit compréhensible pour tous. Du coup, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le commencement, c'est-à-dire une promotion. Une espèce de promotion générale puisque c'est AJ Styles qui rejoint le ring. Au passage, on découvre que Tom Phillips a rejoint lui la table des commentateurs. Alors, si vous avez compris exactement quel était son rôle ce soir, parce qu'à un moment il a totalement disparu. Ouais, il parlait plus. Il parlait beaucoup. Ils sont trois, mais en fait, il remplaçait personne. Il était quatrième sur une petite chaise sur le côté, comme souvent quand on invite un catcheur à commenter. Non, c'était très bizarre comme inclusion. Et puis en plus, même s'il avait beaucoup parlé, je comprends pas trop le rôle qu'il pourrait avoir parce que 3 c'est déjà beaucoup. Faut se rappeler que par le passé, c'était 2 commentateurs. Déjà, quand on était passé à 3, c'était un peu brouillon. Alors là, à 4, je vois pas du tout l'intérêt. Et toi, Rafa, est-ce que tu as une petite info là-dessus sur Tom Phillips? Pas du tout. Ouais, non, j'ai pas trop suivi non plus pourquoi il était là, s'il y avait une raison particulière. Est-ce qu'il a une grand-mère écossaise ou un lien de parenté pour l'occasion ou est-ce que... Ah, t'as pas d'infos, mais t'as des théories quand même, donc ça, c'est déjà ouais, pas voilà, mal. c'est ça. Mais je vois pas trop l'intérêt, non, en effet. Bon, allez, on enchaîne rapidement. Donc, AJ Styles, évidemment, qui n'est pas d'humeur pour quoi que ce soit, hein, ni pour recevoir des encouragements, ni pour recevoir des huées. Lui, évidemment, il n'est pas intéressé par ce que pense le public. Lui, il est plutôt intéressé par Dean Ambrose, ce vilain tricheur, hein, qui a obtenu donc un nouveau title shot qui aura lieu donc à TLC. Grâce à l'intervention ou la non-intervention, ça dépend comment on le voit, de l'homme sans menton, James Ellsworth, finalement un peu la source de tous les soucis de AJ Styles. Donc le problème, c'est vraiment encore et toujours James Ellsworth. Heureusement, ce soir, AJ Styles nous annonce qu'il ne sera pas là car aucune compagnie aérienne, on va dire, n'a voulu de lui. Et il nous explique également, AJ Styles, que il doit éviter tout contact avec Dean Ambrose
pour le bien de l'équipe, hein, car vous le savez certainement, Dean Ambrose et AJ Styles feront partie de l'équipe masculine qui représentera SmackDown au Survivor Series. Alors AJ Styles se pose évidemment en capitaine, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un statut officiel qu'il a, mais oui, j'imagine que oui, hein. Mais en tout cas pour lui c'est lui le capitaine. Et il explique qu'en tant que capitaine, justement, il a des responsabilités notamment celle de botter le cul aux affreux Jojo de Raw. Mais voilà, il doit maintenir l'équipe, faire en sorte que ça délivre le jour J. Donc arrivé de ses compagnons, des autres membres de la team SmackDown. Donc d'abord Baron Corbin, le baron Corbin, qui rejoint donc AJ Styles sur le ring. Puis la nouvelle Wyatt Family, composée de Bray Wyatt, Luke Harper et Randy Orton. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la façon dont Randy Orton a réussi à se mouvoir, à se fondre dans cette Wyatt Family avec son petit sweat à capuche. Il est parfait dans le rôle. Et évidemment, Dean Ambrose qui vient accompagné de James Ellsworth. Et oui, James Ellsworth a fini par trouver un vol, alors peut-être en soute ou je ne sais pas, mais il a réussi à se glisser peut-être dans un sac à dos ou... Bref, il a trouvé un moyen de venir. Il s'est fait passer pour une hôtesse de l'air. Probablement. Donc Dean Ambrose explique que c'est la première fois que James Ellsworth vient en Écosse. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il va quelque part. Donc il s'adresse ensuite à AJ Styles, disant si tu as un problème avec moi, alors tu as un problème avec Glasgow, Scotland, donc un peu de cheap pop comme on dit. Oui. Il le menace, alors si c'est comme ça tu vas me rentrer dedans, etc. AJ Styles se défile pas, il dit que ça lui a jamais posé problème, AJ Styles de rentrer dans l'art de Dean Ambrose. Et puis tout d'un coup AJ Styles se montre un peu plus menaçant envers le Lunatic Fringe. Il dit en plus ce soir tu es en sous-nombre. Et évidemment référence à la Wyatt Family qui semble partager quelques points communs avec AJ Styles. Également au Baron, mais le Baron lui s'en va. Le Baron c'est un homme solitaire, un loup solitaire. Le Baron n'en a que faire de ces histoires. Lui, il roule pour sa bille. Donc le Baron quitte tout simplement le ring et retourne dans les vestiaires. Ok. Donc j'enchaîne, c'était assez long, mais on est toujours dans cette même histoire. Donc à ce moment-là, Shane McMahon arrive pour calmer tout le monde, parce que ça commence à sentir le grabuge, tout ça. Et il explique, attendez les gars, là va falloir mettre de côté vos différends, vous avez un unique objectif, remporter donc les Survivor Series. Au passage, James Ellsworth est nommé la mascotte officielle de l'équipe SmackDown. Donc là, alors c'est lui qui l'a demandé en plus, il s'est proposé, oui. et Shane McMahon qui n'est jamais à court de mauvaises idées a évidemment accepté. Best for business, I guess. Donc facepalm général, c'était assez drôle, je sais pas si vous avez remarqué les réactions si. C'était très amusant. de Randy Orton et Dean Ambrose, c'était très très drôle. Tout le monde était plutôt bien dans son rôle. Et donc pour se mettre en jambe, on annonce donc un main event opposant donc la nouvelle Wyatt Family à Dean Ambrose, le Baron et James Ellsworth. C'est un peu comme ça que se termine en tout cas cette première séquence. Est-ce que vous avez quelque chose à noter, à déclarer à ce sujet, cette ouverture concernant le... moi j'ai bien aimé AJ Styles. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon dans son rôle de heel capitaine autodéclaré. J'ai bien aimé sa façon aussi notamment de gérer la foule de Glasgow. Ce qui n'a pas forcément été le cas à Raw avec les filles, le public s'en était donné à cœur joie. Là on sentait un public dès le début d'émission assez enjoué qui a commencé à chanter des AJ Styles et tout. Il les a tout de suite remis dans le bon sens de la marche et je trouve qu'il a vraiment l'expérience à ce niveau-là pour pouvoir garder son segment et sa promo sur les bonnes rails. Sur les bons rails, j'ai bien aimé ça. Et puis sinon, moi, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. J'ai préféré le positionnement de Shane McMahon en fédérateur, médiateur, un petit peu plus que de l'autre côté, du côté rouge, où Stéphanie, sa sœur, est plutôt dans le côté menaçant à mettre leur job dans la balance et compagnie. Je trouvais que c'était plus sympa, plus fédérateur, plus team Survivor Series à SmackDown, donc je trouvais ça pas mal. Donc, voilà. Ouais, ça fait vraiment
SmackDown est plutôt le challenger. Là, je trouve, ça fait vraiment, on se serre les coudes parce qu'on fait n'est très pas challenger. favori. On est on est le B plus show, mais on sent qu'ils ont besoin d'être vraiment tous ensemble d'après Shane pour réussir à gagner. Effectivement, c'est pas mal ce que tu dis, Raphaël. Ils se positionnent plutôt. Ils ont effectivement un comportement de challenger qui leur va plutôt bien. Du coup, en fait, c'est à partir de là qu'il y a deux histoires un peu qui vont se séparer suite, on va dire, à l'abandon du baron qui a quitté le ring. Ça va engendrer une incroyable succession d'événements qui vont arriver à ce que j'estime le plus gros hold-up de l'histoire du catch contemporain. Mais avant ça, on va revenir à des choses un peu plus légères, mais tout aussi importantes, puisque il s'agit du dernier match de qualification de la Team Tag Team, c'est pas facile à dire. C'est ça, c'est un peu ça. De la Team Tag Team, donc c'est-à-dire la dernière équipe à se qualifier pour les Survivor Series. Et sans surprise, il s'agit de deux équipes revenantes, dont on avait perdu la trace depuis au moins un mois, en tout cas à SmackDown. Il s'agit de la Team Breezango, la Team Fashion Police, puisqu'ils viennent cette fois-ci déguisés en policiers, policiers de la mode, puisqu'ils donnent des bons points et des mauvais points aux gens en fonction de leur look. Au passage, JBL a arboré un magnifique costume visiblement écossais, en tout cas avec du fil écossais, je ne sais pas trop. Et ils affrontent donc ce soir. Pardon ? Un kilt. Ah, il y avait un kilt, oui. Je ne sais pas si à ce moment-là on le voit tout de suite, mais oui, si, parce qu'il se lève et pense obtenir, j'imagine, être adoubé par Breezango, mais non, il se prend quand même une contredanse. L'autre équipe qui vont affronter, c'est évidemment les Vaudevillains. Les Vaudevillains qui, pour la peine, eux, on les avait pas vus depuis très 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 longtemps, suffisamment longtemps pour que Aiden English arbore une magnifique barbe bien fournie. Oui. Donc voilà. Bon, le match, franchement, pas grand chose à signaler. Ça a duré même pas 2 minutes. Et c'est Breezango qui remporte la mise et qui donc rejoint la team tag team des Survivor Series. Très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de ce choix de cette cinquième équipe? Moi, je suis un peu triste pour les Vaudevillains quand même, qui est une équipe que j'aime assez dans la gimmick, dans le style et même dans le travail in-ring. Ils avaient fait des bons matchs à NXT et là, les deux équipes n'ont pas vraiment prouvé grand-chose à SmackDown. J'aurais bien aimé voir les deux à la place notamment de Mojo Rawley par exemple, que je n'apprécie pas des masses, mais bon, la scène tag team de SmackDown est assez homogène au final. Donc à part quand ils nous sortent, je sais plus comment ils s'appellent là, les espèces de gothiques de la semaine dernière, les bangers. Ouais, voilà. Donc il fallait faire des choix. Bon, le choix est fait. C'est un peu ça, voilà. Le choix est fait. Moi aussi, j'avais pas trop de. J'aime bien les Vaudevillains. J'aime bien les deux équipes. En fait, j'ai de la sympathie pour les deux équipes parce que je les trouve plutôt intéressantes dans le ring et ces deux équipes qui se démerdent pas trop mal avec une gimmick compliquée. Donc j'ai un peu de la sympathie pour les deux. C'est vrai que c'est dommage d'avoir à faire le choix entre ces deux équipes. Par contre, je suis déçu de leur match. Moi, je leur donne quand même un mauvais point là-dessus parce que ils n'ont pas beaucoup de temps d'antenne. Ils ont l'occasion là ils savent qu'ils ont un créneau très court pour faire un match de qualif, pour se montrer un peu après un mois d'absence. Je trouve que c'est vraiment très très light ce qu'ils ont fait et c'était pas très très intéressant quoi, donc c'est un peu dommage. Ouais, bon, le match a duré 1 minute 18, donc c'est vrai que là en ce moment les tag teams, il faut qu'elles fassent leurs preuves, peu importe l'issue, c'est dérouler leur jeu quoi. Tu vois les American Alpha par exemple, ou les Usos, ils ont pas des matchs beaucoup plus longs, mais à chaque fois qu'ils arrivent, je trouve qu'ils font quelque chose de beaucoup plus intéressant à chaque fois du peu de temps qu'on leur consacre. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, disons que... moi j'ai... Oui. Oui, vas-y, Rafa. J'ai perçu ça un peu comme une sorte de squash sacrifiant les Vaudevillains pour faire peut-être un mini face turn ou je ne sais pas, et un mini push au Breezango parce qu'ils sont venus
dans une tenue un peu rigolote. Ils ont interagi avec le public, mais bon, à voir ce que ça donne après les Survivor Series, si c'est un one shot ou pas. Oui, et d'ailleurs ils étaient présents au Talking Smack qui a suivi, donc voilà, on est effectivement dans cette volonté de mettre un petit peu en avant cette équipe qui aura un rôle probablement mineur à jouer au Survivor Series, si ce n'est au moins faire rire la galerie. Souhaitons au Vaudevillain de meilleurs lendemains, de meilleurs jours la prochaine fois. Alors, on enchaîne ensuite avec une autre séquence pas forcément beaucoup plus intéressante, puisque c'était un match qui opposait la capitaine ou la coach, je ne sais plus, de la team féminine de SmackDown. La coach, ok. La coach. Oui, effectivement, parce que pour être capitaine, il faut être au moins membre de l'équipe, ce qui ne sera pas le cas de Natalya, puisqu'elle restera aux abords du ring, qui donc était opposée donc ce soir à Naomi. Visiblement, ils se sont pris la tête sur Twitter, donc voilà, qu'on n'a pas le temps de booker à l'écran une rivalité, on la book sur Twitter. Bon, ceci étant, Naomi était la dernière à avoir été sélectionnée pour rejoindre donc l'équipe féminine, au détriment un petit peu de Natalya, dirons-nous, et on peut comprendre du coup que la Canadienne ne soit pas forcément très heureuse. Donc Natalya qui a toujours des gimmicks de 3 semaines de merde, donc cette fois-ci elle a son petit gimmick avec son petit sifflet. Donc elle passe son temps à siffler. Elle a dû le piquer au Primetime Players, hein, c'est bien eux qui avaient les sifflets, rappelez-vous. Ouais. Au commentaire de ce match inintéressant, Nikki Bella. Donc, si je dis pas de bêtises, oui, le match est bien commencé. Un match court, 2 minutes, pareil. Remporté par Naomi. Le déroulé, je vais vous la faire en une phrase. En fait, Nikki était donc au commentaire, ce qui attire fatalement Carmella, avec qui elle est en rivalité. Ce qui attire fatalement Natalya, qui voit qu'il y a de l'embrouille aux abords du ring avec des membres de son équipe, et en tant que coach, elle est pas d'accord. Elle veut faire comme Shane McMahon, après tout. Donc ce qui attire fatalement, qui fait une diversion, dont profite Naomi, qui donc place un roll-up. À l'ancienne, et voilà. Donc c'est finisher classique. Voilà, finisher féminin classique, et donc victoire de Naomi, donc dans un match de 2 minutes. Est-ce que voilà les filles, est-ce que les filles sont prêtes pour Survivor Series? Est-ce qu'elles vont gagner? Est-ce que Natalya fait bien son boulot de coach? Je vous pose la question, Rafa. Oh bah non, elle fait pas bien son boulot de coach. Non, plus globalement, moi ce que ça me fait penser, c'est que 5 contre 5 au Survivor Series pour les filles, ça faisait peut-être beaucoup. Parce que dans la Team Raw, il y en a qui n'ont pas leur place, Alicia Fox, je cite. Et là, dans cette Team SmackDown, c'est pareil, elle me semble pas tout à fait prête. Et ce match était nul, pas très intéressant. La gimmick de Natalya qui a son sifflet, c'est pourri. En plus, à un moment, il y a Nikki Bella qui pousse Natalya au sol alors qu'elle n'est pas dans le match. Il n'y a pas du tout de disqualification. L'arbitre continue de compter à l'extérieur. Ouais, donc on dirait que tout le monde s'en fout des détails là. C'est tellement inutile que bon, on bâcle ça. Donc ça m'intéresse pas trop, non. Et je sais pas trop ce que ça va donner ce match féminin à 5 contre 5. Oui, toi Jessica, est-ce que tu aurais disqualifié Nikki? Pas Nikki, oui. Mais Naomi. J'aurais disqualifié Naomi, du coup. Oui, ça me semblait logique. Ouais, ça m'a frappé sur le moment. J'ai pas compris. Et puis après, en plus, t'as Natalya qui se relève et puis qui continue à sermonner Nikki sans riposter. C'est pareil, c'est aussi un peu surprenant comme comportement. Mais ouais, enfin voilà, je suis assez déçu dans l'ensemble. J'aurais pas forcément le même constat sur le match à venir, parce que bon, autant Alicia Fox du côté de Raw, je suis d'accord, autant à SmackDown, je suis plutôt satisfait de l'équipe qui est présentée. Enfin, ça me choque pas. Nikki et il y a peut-être Carmella, mais encore, je trouve qu'elle s'améliore beaucoup, elle a sa place. Après, toutes les autres, j'ai pas de soucis. Par contre, ouais, là, ça faisait vraiment angle de remplissage voilà, parce qu'il fallait montrer les filles avant Survivor Series, puisqu'on s'occupe des tag teams et des mecs. Mais c'était vraiment écrit à la va-vite. Le match était nul. Les interactions autour du ring étaient vraiment... J'aime pas trop, voilà, quand je trouvais qu'on prenait un bon pli avec les femmes de manière générale à éviter ce genre de segment un peu ridicule, un peu crépage de chignon, où finalement le but n'est que qu'on rit d'elle. Je trouvais qu'on s'en sortait pas trop mal à se dispenser de ce genre de segment. Ouais, en fait, la seule finalité, c'est d'arriver au roll-up, en fait.
Ouais. Donc si c'était juste pour faire un roll-up à la fin, on pouvait peut-être aller plus vite et éviter toutes ces conneries là. Donc ouais, j'ai pas trop apprécié non plus et ça donne pas beaucoup de hype à l'équipe féminine SmackDown dans son ensemble. Donc c'est pas terrible. Très bien. Eh ben, je sais pas si ça va vous enthousiasmer un petit peu plus avec la séquence qui va suivre. Donc, on revient un petit peu à notre fil rouge, puisque backstage, on avait le baron qui croise le chemin de Shane McMahon et qui lui dit qu'il est pas trop chaud par le match, qu'il veut pas faire le sale boulot de Shane McMahon en parlant du main event dans lequel il était impliqué. Il dit à Shane, mais mec, en fait, toi, t'as plus besoin de moi que moi, je n'ai besoin de toi. Du coup, Shane McMahon, il fait, ah ouais, d'accord, tu veux pas faire le match, bah dans ce cas-là, t'es viré du match aussi. Et par contre, tu vas te retrouver dans un match solo contre, roulement de tambour, un revenant, Kalisto. Eh oui, Kalisto, toujours là. Kalisto qui était donc en dehors des écrans depuis au moins 2 ou 3 mois, blessé, hein, si je dis pas de bêtises, et qui donc était à ce moment-là en rivalité naissante avec le Baron. Donc on reprend la rivalité là où on l'avait laissé. Les scénaristes ne sont pas totalement des poissons rouges. Donc on a un match opposant on a une affiche opposant donc le Baron à Kalisto, Lucha. Mais alors l'entrée Lucha dure pas très longtemps puisque il a donc Kalisto arrive, hein, donc c'est la grosse ambiance, arriba et puis il court et il fait son entrée par-dessus les cordes, il fait 2-3 sauts de cabriole et boum, il est cueilli par Baron Corbin qui était hors caméra, qui vient le sécher complètement. Donc ça c'était assez violent et vraiment bien exécuté. Et du coup il le passe généreusement à tabac, hein, alors que le match n'a même pas commencé. Et puis là, il y a un moment vraiment, je crois que dans le genre école de comédien, on est au niveau 0, puisque Baron Corbin, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais Baron Corbin donc saute nonchalamment comme ça du ring pour en sortir, et quand soudain il se tord de douleur et il hurle mon genou a sauté. Donc il se plaint auprès du corps arbitral. Kalisto, donc en bon face, en profite qu'il soit blessé pour lui rendre la monnaie de sa pièce, hein, alors que Baron hurle à l'arbitre, il hurle de douleur. Finalement Kalisto repart et donc on n'aura pas le match entre les deux. La finalité de tout ça, c'est que Shane officialise donc la mauvaise nouvelle. Le Baron est vraiment blessé et il ne pourra pas participer au Survivor Series. Et Daniel Bryan devra donc trouver un remplaçant avant la fin de la soirée. Qu'est-ce qui se passe avec le Baron ? Est-ce que d'après vous, il a fait semblant est-ce qu'il veut juste se faire de la moto et il veut pas catcher C'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Non, enfin, je sais pas, je pense qu'il a vraiment fait semblant. Bon, je sais pas, bon, t'as pas été convaincu par son jeu d'acteur. Moi, j'ai trouvé que c'était pas trop mal fait parce que, en fait, il glisse. Il est sur le tablier du ring et il glisse. Donc, du coup, il se tord le genou. Oui, d'accord. Okay. Donc il se fait mal et donc Kalisto se venge derrière. Alors moi je suis pas choqué par Kalisto qui se venge parce qu'ils ont bien quand même rappelé avant leur match, ils ont remis le petit package vidéo. Un peu de mauvaise foi, j'avoue. Oui. Non mais en temps normal je serais choqué parce que même quand on est en rivalité, un face a pas vocation à faire ce genre de truc. Mais là on a quand même rappelé avant le match un contexte qui était particulier parce qu'on sait que Baron Corbin a été plus que violent gratuitement. Ah oui, on a eu droit à des images assez insoutenables. Voilà, où on se rappelle qu'il l'avait vraiment martyrisé de façon incroyablement gratuite pendant plusieurs semaines il y a 3 mois. En le pourrissant backstage gratos. Donc du coup, voilà, on peut comprendre la réaction de Kalisto qui en profite pour lui mettre un petit dropkick sur le genou avant de partir. Donc c'était plutôt pas mal. Moi, dans l'ensemble, sur tout ce que tu as dit, j'apprécie beaucoup la cohérence autour du personnage de Baron Corbin. J'aime bien son personnage et la façon dont il est traité. Voilà, le fait qu'il s'auto-exclut, on va dire, du 3v3 dans lequel il n'a strictement aucun intérêt.
et puis qu'ensuite il fasse peser dans la balance sa participation au 5v5 vis-à-vis de Shane McMahon, parce qu'il a raison. Baron Corbin, c'est une des, si ce n'est la powerhouse de SmackDown. Donc c'est à Shane de faire profil bas. Shane en même temps se dégonfle pas, il a sa position, il tient bien sa position. Il dit c'était pas une requête, mais puisque c'est comme ça, je te mets dans un 1v1. Voilà, je trouvais que les échanges étaient plutôt pas mal entre les deux. Je trouvais que c'était bien. On se rappelle de Baron Corbin qui avait été aussi sollicité une fois par AJ Styles quand AJ Styles devait trouver un partenaire pour un match, et Baron Corbin l'avait envoyé péter. Donc j'aime bien son personnage. Je trouve qu'il est bien en loup solitaire comme ça. Et puis voilà, il rallume un peu la rivalité avec Kalisto. Bon, et cool. Toi alors, Rafa, est-ce que tu es un fan du Baron? Pas tout à fait, non. Je suis d'accord avec Giscal sur la construction du personnage de loup solitaire. Après, j'ai beaucoup de mal avec ses performances oratoires. Je crois que la phrase tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi, Yerem, tu l'as beaucoup mieux dit que lui. Je trouve que... bon, merci. Il avait un peu pété, ouais. Ouais, je trouve qu'il a une tonalité et un regard assez monocorde, pas terrible. Sinon, surtout, il y a eu une bonne construction de toute cette histoire avec donc du coup une logique que vous avez dit, je vais pas répéter sur sa blessure et tout. C'est vrai que je m'interroge du coup. Donc s'ils ont organisé tout ça, c'est qui doit être blessé réellement, j'imagine, parce que on supprime pas quelqu'un forcément du programme s'il est en pleine forme. Donc ça veut dire qu'ils ont fait ce petit segment avec Kalisto pour légitimer sa blessure. Bon, c'est vrai que sa glissade était un peu pareil, un peu exécutée un peu ridiculement. Bon, c'est un peu le but aussi qui passe pour un con. Ouais. Non, mais je veux dire, autant, dans la vraie vie, tu tombes comme ça, tu peux effectivement te faire mal. Et même, limite, en vrai, je veux dire, genre, quand Seth Rollins se pète le genou, enfin, en retombant, il le fait des milliers de fois, et là, ça pète. Donc là, effectivement, mais là, comme c'est mis en scène, bon, toi, ils auraient pu travailler un peu plus ça, mais bon. Ouais. Mais le gros point fort de Baron Corbin, c'est un peu comme Strowman Arrow, c'est qu'il est vraiment physiquement impressionnant, et effectivement, cette putain de corde à linge qu'il envoie sur Kalisto quand l'autre a même pas fini d'entrer, c'était hyper spectaculaire. Surtout que l'autre, il est pas mal pour rebondir comme une poupée de chiffon, donc c'était sympa ça. Alors du coup, c'est à ce moment-là que on recrée une nouvelle histoire à partir de là, puisque comme je vous l'ai dit, du coup, le Baron Corbin malheureusement ne participera pas au Survivor Series. Donc du coup, branle-bas de combat là, les séries c'est dans 10 jours. Il faut trouver un 5e membre pour l'équipe. Donc c'est la tâche que va avoir Daniel Bryan tout au long de la fin de cet épisode. À ce moment-là, je vais zapper. On va enchaîner plutôt sur le match pour le titre, si vous voulez bien. Bah oui. Allez, c'est parti. Ah oui. Ah bah oui, là quand même. Je vous donne quelque chose avec de l'enjeu, voyez-vous. Donc oui. Becky Lynch défend enfin, je dis bien enfin, son titre face à Alexa Bliss après des semaines et des semaines d'attente. Donc gros package vidéo pour nous rappeler la rivalité entre les deux filles. Donc le match commence, Becky Lynch est très concentrée, très focus, et tente rapidement de placer sa prise de soumission, le disarm her. Mais Alexa Bliss ne se démonte pas. Beaucoup de contres qui s'enchaînent dès les premières minutes. Alexa Bliss profite à un moment d'une intervention de l'arbitre pour balancer Lynch hors du ring, puis dans les escaliers de fer. Et commence alors un gros travail de sape sur le bras gauche de la rouquine qui va durer quasiment tout le match. Son bras qui va rencontrer plusieurs fois le poteau et les escaliers. Becky Lynch donc qui est vraiment en mauvaise posture. La première moitié du match est pas du tout en sa faveur. Mais bon, le feu sacré revient. Elle place à un moment donné une puissante powerbomb qu'elle va chercher à Alexa Bliss alors qu'elle était au sol. À ce moment-là, je me suis dit, mais on dirait Roman Reigns. Elle fait parler donc toute sa rage et ses cordes à linge. Elle place son fameux coup de poing là qu'elle arme au sol. Donc là, pour moi, à un moment, je voyais Roman Reigns en fait à ce moment-là. Mais bon, une prise ratée à un moment donné, une espèce de saut raté va redonner comme ça le lead à Alexa Bliss, qui place à sa fameuse prise où elle fait un double saut. Mais ça ne mène pas à la victoire. Donc échange de grosses patates dans la tronche. Alexa Bliss tente
un roll-up sauté carpé inversé là depuis depuis la troisième corde, c'est magnifique, hein, mais sans succès. Deuxième tentative, cette fois-ci, enfin sans succès également. Becky Lynch reprend les rênes, hein, et là elle place son disarmor, malgré tout le travail de sap fait auparavant. Alexa Bliss touche une première fois la corde, mais Becky Lynch parvient à la remettre un peu plus, enfin quasiment au milieu du ring. Je dis quasiment parce que vous allez voir, Alexa Bliss finit par taper, hein, mais avant ça, elle avait placé son pied sur la corde. L'arbitre ne l'a pas vu. Victoire de Becky Lynch par abandon. Mais Alexa Bliss ayant mis son pied sur la corde, il va forcément y avoir des réclamations derrière tout ça. Ce n'est pas terminé. Giscal. Bon match, très sympa. Ça m'a fait plaisir d'enfin les voir s'affronter parce que ça, comme tu l'as dit, ça faisait un petit moment qu'on attendait. Donc bon match. J'ai apprécié que ce soit aussi, c'est peut-être étrange comme compliment, mais j'ai beaucoup apprécié que ce soit juste un bon match et pas un excellent match. Parce que j'ai envie de voir ce programme durer. Et j'ai bien aimé le fait que je pense qu'elles en ont gardé pas mal sous le pied. Donc ça c'est aussi un point positif, mais sinon voilà, c'était super plaisant. Alexa Bliss, moi je le dis chaque semaine, hein, mais vraiment j'adore son attitude dans le ring et ses expressions, ses mimiques là quand elle arrive pendant son entrée, les regards qu'elle jette au public, c'est détestable à souhait, c'est juste parfait. Ça m'a fait plaisir de revoir Becky Lynch que j'ai trouvé plutôt bien en jambes. C'était pas mal. Et puis truc à souligner aussi, c'est intéressant de voir Alexa Bliss faire, parce que tu l'as dit, elle a fait tout un travail sur le bras de Becky Lynch aussi pendant le match. C'était pas mal parce qu'on sait qu'avant qu'il y ait la blessure de Becky Lynch, Alexa Bliss faisait pas mal de taunt à ce niveau-là en utilisant le disarmor. Elle l'avait utilisé sur Naomi aussi, un peu en début de rivalité. Donc je trouve pas mal. Je me dis que ça se trouve peut-être que dans une autre rencontre, elle l'utilisera sur Becky Lynch et ça donnera des petits moments sympas. Donc voilà, dans l'ensemble très bien. Oui, toi, Rafa, alors, tu attendais impatiemment ce match, il me semble, non? Ah oui, j'attendais beaucoup ce match parce que j'aime beaucoup les deux catcheuses qui étaient sur le ring. Et ben, je suis comme Giscal, c'est un match bon et pas extraordinaire. J'avoue que en milieu de match, comme tu l'as dit, quand ça n'arrêtait pas de travailler le bras de Becky Lynch, je trouvais ça un peu chiant. Ça a été, il y a un petit moment où je suis retombé de niveau, mais là, la fin était pas mal. Effectivement, Alexa, elle est assez spectaculaire dans ses pirouettes, mais encore une fois, je trouve la fin un peu dommage. Quand la WWE scénarise la propre incompétence de son personnel, à chaque fois, ça m'énerve. Et là, c'est sûr que il n'y a même pas eu besoin de ralenti. C'était filmé en gros plan. On l'a vu mettre le pied sur la corde. En plus, elle avait même pas le corps qui pouvait visiblement gêner la vision de l'arbitre. Donc, je comprends qu'il y ait un finish un peu à se questionner un peu polémique pour la suite. J'ai vraiment très envie et j'espère qu'il y aura une stipulation à TLC entre les deux meufs, là, un tables ou un chairs match, ça serait cool. Mais ça aurait pu peut-être être mieux écrit sur la fin. Donc c'était bien, mais c'était pas exceptionnel. J'en attendais peut-être un peu trop. Par contre, moi, je suis vraiment ravi de voir Becky Lynch. Quand je regarde Becky Lynch, c'est pas Roman Reigns, IRM. Non. Moi non plus, je vois pas Roman Reigns. Ok, bah écoutez, j'ai dû voir une vision. Voilà, c'est un enchaînement. À un moment donné, après c'est vite parti, hein, je vous rassure. Il a pas été drafté à SmackDown. Hein. Tu n'as pas vu Rousseff en Alexa Bliss quand même. J'espère. Non, mais maintenant que tu le dis, peut-être que la prochaine fois, je verrai Alexa Bliss d'une autre manière. Ouais. Mais par contre, il faut souligner quand même que moi c'est vrai que j'étais pas fan non plus du finish qui aurait pu être mieux exécuté, mais pour une fois, faut souligner qu'il y a eu un segment backstage derrière, que Shane McMahon et Daniel Bryan discutaient du finish, en précisant que ils vont pas revenir dessus parce que la décision de l'arbitre est finale, mais qu'ils l'ont vu et que il y aura des conséquences, machin. Donc ça a quand même été suffisamment suivi, on va dire, des faits pour que ça passe. C'est vrai. C'est juste David Otunga qui est passé pour un con au moment du ralenti. Il est passé pour un gros con. Oui. Ouais. Ah oui, il fait j'avais pas vu.
Je regardais pas. Alors, du coup, là, on enchaîne avec. Alors, oui, alors, il y a une autre grosse nouvelle également. Mais avant ça, donc là, donc, on est backstage. Shane McMahon et Daniel Bryan. Donc, Daniel Bryan toujours en train de chercher qui va bien pouvoir remplacer le Baron pour Survivor Series. Arrivée du Miz et de Maryse. Maryse qui prend la parole. Puisque visiblement son mari est vraiment énervé. Alors du coup, il ne parle pas. Donc Miz a un gimmick d'homme qui passe, enfin voilà, qui transmet les messages via sa femme. Donc Maryse s'en prend ouvertement à Daniel Bryan en particulier, évidemment. Elle lui dit, explique-nous pourquoi Dolph Ziggler va mettre en jeu le titre au Survivor Series, qui plus est contre quelqu'un de Raw, alors que voilà, mon mec doit toujours, enfin toujours mon chum a toujours sa clause de rematch. Donc Daniel Bryan qui en a marre fait écoute, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on programme le fameux rematch entre Ziggler et le Miz la semaine prochaine, donc à SmackDown lors du Go Home Show avant Survivor Series. Maryse accepte sans attendre. On voit que le Miz fait un peu la moue là. Visiblement, il aurait pas accepté lui forcément. Donc voilà. Donc on aura un match, le fameux rematch enfin entre les deux natifs d'Ohio la semaine prochaine. Ce qui peut être un peu plus intéressant, c'est qu'il y a une autre annonce qui est faite à ce moment-là par Shane McMahon, puisqu'il explique que The Brian Kendrick, je sais pas si c'est à ça que tu pensais, Rafa, défendra son titre donc de Cruiserweight contre Kalisto. Et si Kalisto gagne, la division Cruiserweight tout entière rejoindra SmackDown. Donc c'est un sacré un sacré enjeu pour ce match. Qu'est-ce que ça vous fait à quoi ça vous fait penser ce match un peu pas sorti de nulle part, puisqu'on explique que c'est comme eux mettent en jeu leur titre de intercontinental, Raw met en jeu son titre Cruiserweight. Raphaël. Ouais, j'ai trouvé assez bon le segment avec Maryse et ça va faire plein de défenses de titre pour Dolph Ziggler. Donc ça va être bien, ça va vraiment l'installer en tant que champion, même s'il a un règne assez court. Le jeu d'acteur du Miz est classique. J'aurais préféré qu'il accepte le challenge de la semaine prochaine, parce qu'a priori, effectivement, si ça part à Raw, il n'en aura plus jamais l'occasion. Donc autant qu'il en profite et pas qu'il fasse la gueule, parce qu'en une semaine, il a le temps de se préparer quand même, faut pas déconner. Et ouais, quand il y a eu ce petit roulement de tambour en mode nous on met en jeu le titre intercontinental, mais Raw, je pensais que ça allait mettre le titre sur US, mais non, c'est pas possible, puisque Roman Reigns est dans l'équipe. Ça sort un peu du chapeau, pareil, mais bon, c'est un principe d'échange donnant-donnant. Donc je pense pas du tout que ça changera de division. En revanche, moi, ce que ça m'a fait penser, c'est que ça pourrait très bien être une division cruiserweight dans les shows principaux, et qu'on ait des cruiserweight un peu à Raw, un peu à SmackDown, et que ça fasse électron libre. Mais bon, c'est plutôt sur le principe, ça va donner un Survivor Series qui va du coup proposer des affiches qu'on voit pas d'habitude, donc ça m'intéresse. Ouais, pareil, moi je suis plutôt pareil, intéressé, intrigué. Moi j'aime bien, même si je partage ton avis, Raphaël, sur le côté ça sort un peu du chapeau ce match Cruiserweight. Parce que voilà, Kalisto il vient de revenir, il était sans programme, d'un seul coup il se retrouve propulsé dans un match quand même super important pour sa brand. Est-ce qu'il y a vraiment un autre Cruiserweight Non, il y en a pas, mais c'est juste que sur le principe, en fait, oui, du coup il y en a pas, donc ça fait un peu par défaut. Mais oui, mais ouais, ça fait un peu bizarre. Mais par contre, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça met un petit peu dans l'esprit, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu. C'est que ça met un petit peu le titre intercontinental et le titre cruiserweight un peu au même niveau. Je trouve que c'est bien pour la ceinture cruiserweight, parce que la ceinture intercontinentale a quand même le prestige qu'elle a, donc c'est pas mal. Et puis après, d'un point de vue plus long terme, cette annonce, je la vois mal ne pas être suivie d'effet, donc du coup ça veut dire les cruiserweight à SmackDown, et ça c'est une excellente nouvelle, je pense, parce que manifestement à Raw ils en ont rien à foutre. C'est parfois pitoyable
la façon dont c'est géré. Donc je pense qu'à SmackDown, ça va être beaucoup plus bénéfique et ça permettra aussi de donner un peu plus de densité à la mid-card de SmackDown pour proposer d'autres choses que des chassés croisés entre les filles et les équipes et tout. Donc c'est dans l'ensemble quelque chose de très positif. Sinon sur le titre, tu vois Kalisto gagner, toi? Ah ouais, moi je vois Kalisto gagner. Ouais. Je pense que c'est pas une annonce. La grosse cote là, la grosse cote. Moi je vois clairement Kalisto gagner. Ah, ça serait un sacré coup quand même parce qu'effectivement derrière il y a des répercussions assez énormes parce que c'est bien beau de dire la division cruiserweight ou une partie de la division cruiserweight serait mieux lotie et mieux logée à SmackDown, mais SmackDown c'est 2 heures de show avec les pubs et on n'arrive déjà pas à mettre tout le monde. C'est vrai, naturellement, ils ont plus, on les voit plus à SmackDown, hein, et ça depuis le début, hein, depuis qu'ils ont annoncé que Raw allait avoir les cruiserweight, ça semble pas naturel comme association, d'autant plus que Daniel Bryan était le GM de SmackDown En et plus. que c'est un peu lui qui a aidé à porter cette division cruiserweight, à la faire éclore. En plus, il y a The Brian Kendrick. Il y a tellement de choses qu'on peut écrire à SmackDown avec cette division cruiserweight. En plus, ils ont annoncé, si vous avez écouté le Talking Catch de la semaine dernière, vous êtes au courant, mais ils ont annoncé un nouveau programme pour les cruiserweight qui aura lieu après SmackDown. Oui, il a raison, Giscal, du coup. Et c'est vrai, vous en avez voilà, et oui. Donc, vous en avez parlé à Talking Catch, ils vont être obligés. On se disait qu'ils allaient être obligés de prendre l'avion dès le lundi soir après Raw pour aller à SmackDown, mais du coup, ça paraîtrait plus logique que tout soit le même soir, effectivement. Et voilà, donc du coup, on va avoir un programme d'1 heure qui va suivre SmackDown, qui va être la 3e heure de SmackDown, finalement, qui va pas remplacer, mais qui va pousser Talking Smack un peu plus tard. Donc du coup, on va avoir la division Cruiserweight qui sera à SmackDown, sans être à SmackDown pour l'instant, parce que c'est 2 programmes séparés, mais si j'ai bien compris, ça aura lieu dans l'arène de SmackDown. Ouais. Donc ils vont suivre les tournées de SmackDown. Il y aura au moins une partie du roster des Cruiserweight qui va suivre le roster SmackDown. Comme tu disais, Rafa, et c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est en fait peut-être ce qui nous attend, c'est une répartition de la division Cruiserweight entre les 2 shows. Une division interbrand. Voilà, division interbrand, quelque chose qu'on avait réclamé pour certains titres, rappelez-vous quand il y a eu la brand extension, on était un petit peu, certains étaient un petit peu désolés de voir qu'il fallait absolument un effet miroir entre Raw et SmackDown, il fallait qu'il y ait un titre féminin à SmackDown, il fallait qu'il y ait un titre tag team à SmackDown, et du coup ça rendait et le titre suprême également, et du coup on se disait ça perdait un peu de prestige, etc. Et là finalement utiliser la division Cruiserweight pour justement créer des liens un peu entre les 2 shows, c'est peut-être une bonne idée, une façon de tester aussi, de voir si ça se passe mieux à SmackDown qu'à Raw. Donc finalement, je ne sais pas si Kalisto va remporter ce titre. Là, je pense que là, c'est vraiment misé gros. Mais ça va donner un prétexte. Comment ça, le misé gros? C'est une grosse mise de dire que Kalisto va remporter le titre. Grosse cote. Grosse cote. C'était une petite blague. Ah d'accord. Ah, le mise est gros, oui d'accord, ok. Non, je ne suis pas gros. Ok, donc pour tous les fans du Derzo et de Goscinny, n'hésitez pas à suivre Raphaël sur Twitter, il nous en sort toujours des bonnes. Donc voilà, bon, une affaire à suivre, mais qui est peut-être plus intéressante que cette petite annonce là qui a été faite, sortie du chapeau. Qui peut-être en dévoile un peu plus sur les implications, sont plus les implications et les plans derrière en termes de programmation. Alors rapidement, parce que on a encore le main event, Apollo Crews a perdu face à Kurt Hawkins sur un roll-up, le pauvre Apollo Crews. Voilà. Donc on arrive au main event. Donc souvenez-vous, le Baron est parti, donc il reste un spot pour ce 3v3 qui oppose la Wyatt Family à Dean Ambrose et James Ellsworth. Finalement, Daniel Bryan a révélé que ce serait Kane. Voilà, c'était l'homme de la situation dans une séquence backstage. Kane qui a donné un seul conseil à James Ellsworth, c'est de surtout ne pas rentrer sur le ring. Donc, AJ Styles est au commentaire dans ce match qui va durer 13 minutes et 14 secondes pour être tout à fait exact.
Harper et Ken ouvrent les hostilités. Le monstre rouge, le démon rouge, parvient à prendre le dessus. Puis c'est au tour de Ambrose et Wyatt de s'en mettre sur la caboche. Quand soudain, Bray Wyatt tag Orton au lieu de taguer Harper, alors que ce dernier lui tendait la main. Et à ce moment-là, on voit, il faut vraiment, en fait, j'ai passé mon temps à regarder le visage de Luke Harper parce que franchement, il est à fond dans son rôle de second, de lieutenant qui croit pas du tout au jeu de Randy Orton et qui voudrait en plus surtout pas se faire piquer sa place de lieutenant. Donc il est jaloux, Luke Harper, jaloux et méfiant. La meilleure combinaison pour créer des dissensions au sein d'une équipe. Donc évidemment, la foule de Glasgow qui réclame James Ellsworth, ils en sont au moins à leur 10e pinte, hein, j'imagine. Ils veulent voir rentrer le lutin sans menton sur le ring. Mais c'est évidemment pas du tout du goût de son équipe, en particulier Ken, comme je vous l'ai expliqué en début. Pendant ce temps, donc Luke Harper et Orton se disputent toujours les faveurs de Bray Wyatt. Ken et Ambrose se chargent du boulot, hein, ils déroulent tout leur arsenal et nettoient le ring, hein. Et les abords du ring, puisque Dean Ambrose place un suicide dive sur la Wyatt Family. Luke Harper parvient alors à placer un énorme big boot sur Dean Ambrose sur le ring. Ken dégage le crasseux du bayou et les deux donc s'en vont finir leurs affaires dans les vestiaires. Hein, les deux géants disparaissent. Sur le ring, donc Dean Ambrose et Bray Wyatt s'anéantissent mutuellement. Ça doit être une double clé, enfin une double close line, hein, classique. Oui, c'est ça. Les deux sont au sol et évidemment. C'est le moment que choisit James Ellsworth, porté par la foule, hein, pour se taguer lui-même sous une pop, mais énorme. À ce moment-là, il prépare son No Chin Music, hein, tel Shawn Michaels, ou dans une moindre mesure Dolph Ziggler, où il tape le pied comme ça contre terre, il s'élance, et se fait lamentablement contrer par le Sister Abigail de Bray Wyatt. 1, 2, 3, victoire de la Wyatt Family, version 5.0. Dean Ambrose, à ce moment-là, est entouré par la Wyatt Family et AJ Styles. Je ne sais pas ce qui est devenu James Ellsworth d'ailleurs. Il est au sol. Oui, c'est vrai. Il ne s'en relèvera pas. Et là, à ce moment-là, évidemment, hein, le beatdown semble inévitable pour Dean Ambrose. Mais Shane vient à la rescousse. Je m'arrête là. Pour faire un peu de teasing, puisqu'on aura une grosse annonce qui suivra. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce main event? Rafa? Ouais, j'ai bien aimé. Bon, ça ressemble un peu à ce qui s'est fait à Raw, c'est-à-dire un main event qui montre toute l'équipe sans qu'il y ait de gros enjeux. Mais bon, c'était plutôt plaisant à suivre. Ouais, moi aussi j'ai un peu regardé Luke Harper. Je n'ai pas regardé que Luke Harper tout le temps. IRM, après avoir vu Roman Reigns en Becky Lynch, tu commences à m'inquiéter. Mais écoute, chacun fait comme il veut. Oui, mince. Oui. Non, mais c'était, oui, forcément. Je sais pour qui tu aurais voté, toi, hein, si t'avais été américain. Il y a eu un peu de. Pas de politique. Il y a eu, on sent qu'il y a un peu de jalousie. Hein. On dirait un petit peu que Luke Harper c'est Woody et puis Randy Orton c'est Buzz l'éclair. Là, c'est un peu la jalousie face au nouveau jouet. Après les références Astérix, les références Disney, Toy Story. Voilà. Là, ça parle à tout le monde en plus. Donc non, c'était évident que James Ellsworth allait se taguer et qu'il allait sûrement faire perdre son équipe, mais bon, c'était rigolo, la foule est à fond avec lui. Bon, après, le petit switch de Kane et Luke Harper qui partent dans les coulisses, on comprend pas trop pourquoi, il fallait les faire partir, mais il y aurait peut-être eu un moyen plus logique, parce que là, les deux mecs sont un peu cons quand même d'abandonner leur équipe en plein milieu. Mais sinon, le main event était sympa et efficace. Giscal. Ouais, c'est ça. Exactement, c'était sympa et efficace. C'était un match divertissant, plus par les interactions que par la qualité dans le ring. Il n'y avait rien de spécial à souligner, mais voilà, les interactions sont très fun. Et déjà, la semaine dernière, on avait commencé à avoir un vrai travail très très intéressant de Luke Harper, qui a vraiment le sens du détail dans ses regards, dans ses expressions, c'est vraiment l'acteur le plus intéressant, je trouve, du petit trio de cette histoire. Donc c'était vraiment bien de voir ça continuer. Et puis moi, James Ellsworth me fait mourir de rire.
Donc j'ai trouvé ça juste génial le final là où il se tag, voilà, porté par la foule, et tu sens qu'il ça le galvanise et qui se laisse porter alors qu'on lui avait bien dit de pas le faire, comme la semaine dernière quand il a disqualifié Dean Ambrose alors qu'on lui avait dit de pas venir. Enfin non, c'était il y a 2 semaines ça, mais bon. Donc voilà, c'est marrant, puis ce Switch in Music manqué, donc c'est très drôle. Moi j'espère, parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, moi pour le moment, tant qu'il a le soutien du public de manière absolument incroyable comme ça, je trouve que c'est normal de continuer à surfer sur la vague, ils ont raison. Il faudra juste savoir s'arrêter, quoi, parce que à un moment ça finira inévitablement par lasser. Je sais que ça en lasse déjà quelques-uns. Ça finira par lasser au bout d'un moment, donc il faudra que la WWE sache s'arrêter au bon moment, ce qu'elle ne sait pas toujours faire. Donc il faudra voir. Mais bon, pour le moment c'est juste super drôle, quoi. Enfin moi je m'éclate, quoi. Donc je pense que la bonne idée, ça serait, on sait qu'il y a des petites rumeurs comme quoi il apparaîtrait au Rumble. Je pense que ça serait une bonne idée de le faire arrêter après les Survivor Series, là, de faire une petite pause pour qu'il revienne avec une grosse pop et pas s'il est continuellement là à tous les SmackDown jusqu'au Rumble. Je pense effectivement ça risque d'être un peu saoulant. Mais sinon, bon, il vit un rêve, hein, quand tu fais la préparation du Switch in Music devant une foule qui t'acclame, pour un fan de catch qu'il est forcément. Tout le monde rêve de ça. Hein. J'imagine que nos amis qui vont aller à Lyon et à Strasbourg voir la WWE live aimeraient bien être sur le ring pour préparer un Switch in Music. On demandera à Hank et à Ringside, mais je pense. Je pense aussi. Du coup, je vous ai teasé tout à l'heure une dernière séquence finale qui aura un impact forcément sur les Survivor Series, hein, puisque Brian à ce moment-là donc rejoint, je vous rappelle, Shane McMahon est venu empêcher le drame du beatdown entre les membres de la future équipe Team SmackDown. Daniel Bryan les rejoint, il a enfin son nom, il arrive avec sa petite feuille, j'ai le nom. Et donc, qui va rejoindre la Team SmackDown Survivor Series? Alors là, forcément, côté spectateur, il y a plein de noms qui te passent à travers la tête. Tu penses à tous les mecs, évidemment, qui n'ont pas été qualifiés, les mecs qui sont revenus, les mecs qui n'ont pas de programme, etc. Daniel Bryan donc dit qu'il avait une tonne de noms sur la liste, qu'en fait il y avait tout le roster, alors ce qui était un peu bizarre puisque Shane McMahon visiblement lui avait fait une shortlist au début, mais là alors, visiblement Daniel Bryan il avait sur la liste, il avait le nom de tout le monde, y compris les filles. Il lui avait donné une feuille avec tout le roster, il lui avait dit. Hein. D'accord, il me semblait qu'il avait fait une shortlist. Il lui avait dit voilà tout le roster, débrouille-toi. T'as une heure. Bon, toujours est-il que Daniel Bryan donc a bien analysé cette liste, mais au point de peut-être la suranalyser, puisque il avait remarqué que sur cette liste il y avait un nom qui l'a interpellé, puisque c'était le sien. Il y avait le nom de Daniel Bryan sur la liste, mais malheureusement il ne peut pas compétiter, je sais pas, c'est pas forcément très joli, mais voilà, il ne peut pas participer il peut pas catcher tout simplement. Et du coup il peut pas s'auto-choisir. Bon, ok, ça va le melon Daniel Bryan, mais il en a vu un autre soudainement qui lui a paru alors comme une évidence, qui était l'homme qui allait pouvoir mener cette équipe à la victoire, et cet homme qui rejoint la Team SmackDown n'est nul autre que Shane McMahon. C'est bien Shane qui rejoint la team SmackDown Survivor Series, le cinquième membre. Le nouveau Triple H. Donc là, on nage totalement dans, alors c'est pas de la tyrannie ou je ne sais quoi, mais c'est sale. Shane McMahon en plus, qui jouait le mec qui est surpris à ce moment-là, avec une espèce de sourire qui soudain apparaît sur son visage, et la foule alors qui embarque totalement dans l'idée, avec des yes chants, etc. Et voilà, donc Shane McMahon, 5e homme, le commissionnaire, donc 5e homme de la Team SmackDown. Giscal, aide-nous. Écoute, toi tu vas me dire que t'aimes bien. Non, non, franchement, encore aujourd'hui, je sais pas encore trop quoi en penser en fait, parce que ça me paraît complètement hallucinant comme idée en fait de mettre Shane McMahon dans l'équipe vu tous les autres choix qu'il y avait de possibles. Alors manifestement, il y avait des choix qui s'imposaient, on va dire un peu plus, qui sont pas forcément aussi glamour, mais qui semblaient en tout cas plus cohérents, parce que difficile quand même de se dire qu'on va mettre un non-catcheur dans une équipe qui a fait un match en X années. Qui l'a perdu.
qu'il a perdu en plus, certes de manière très impressionnante, mais qu'il a quand même perdu. Donc on peut penser à des gens qui ont été éliminés, type Kane, c'est pas très sexy, mais c'est peut-être plus impressionnant quand même. On peut penser à Luke Harper, qui est pas dans l'équipe et qui a du sens, puisqu'il a déjà 2 de ses membres de la famille là, dans le match. Mais oui. On peut penser à peut-être, pourquoi pas, des retours surprises, type... est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais comme on sait que la semaine prochaine, c'est l'épisode 900 de SmackDown, qu'il va y avoir l'Undertaker et que les Survivor Series, pour l'Undertaker, c'est super important. Moi, j'ai pensé à ça direct, ouais. On aurait pu penser au Taker, on aurait pu penser... Je pense que même là, j'ai plus tout en tête, mais je sais qu'il y a probablement encore plein d'autres idées possibles. Alors pourquoi Shane McMahon? Je ne comprends pas. Après... D'un point de vue purement kayfabe, je peux voir l'intérêt du côté fédérateur, c'est le boss, il va motiver les troupes, on pourra pas lui taper dessus parce que c'est le boss, patati patata. Mais bon, je sais pas, moi ça me questionne. Alors ça marche, le public est à fond, il jouit d'une popularité absolument hallucinante ce mec, donc ça fonctionne. Mais je dois avouer que je suis un peu perplexe quand même. Oui, donc moi je suis tout aussi perplexe que Giscal. C'est vrai que la seule bonne raison, effectivement, c'est que c'est lui qui a le plus à vouloir faire gagner son équipe, qui a le plus d'énergie, de motivation. Et encore, pour le moment, on est à semaine -2, il n'y a aucun vrai enjeu clair, à part, ça va être un enjeu symbolique, la brand qui va gagner. Mais... Voilà, donc puis après voilà, un 5 contre 5, c'est effectivement l'environnement idéal pour le protéger, pour pas trop le faire catcher, pour qu'il ait pas grand chose à faire, pour qu'il fasse les hot tags et tout ça. Donc ça peut être pas trop mal, mais effectivement le message que nous envoie Daniel Bryan pour tout son roster, c'est que en gros effectivement, moi Luke Harper, ça me paraissait évident après le match de ce soir, c'est même bizarre qu'il y soit pas. Effectivement, j'ai vraiment pensé à l'Undertaker aussi pour ça, parce que je me dis dans un 5 contre 5 pour défendre SmackDown, il aurait pu très bien. Voilà. Non, pour moi, c'est pas un choix qui rend cette équipe sexy et vraiment potentiellement. Je vais pas être pour eux, je vais pas les voir gagner je vais pas les voir comme mes favoris là face à Raw. J'ai trouvé un peu bizarre ce segment final où il serre la main, il fait quasiment la bise à Bray Wyatt, Randy Orton et tout le monde. Là, tout le monde se congratule. Même auparavant, Daniel Bryan m'a un peu saoulé. Là, ce coup, en plus, il lui demande à Shane McMahon s'il veut rentrer dans l'équipe devant la foule à témoin. Donc c'est comme quand Page fait une demande en mariage à Alberto Del Rio au milieu d'un ring. Il a placé Page. Il en a parlé, c'est bon. C'est de mettre l'autre devant le fait accompli. Moi, j'aurais été très mal à l'aise à la place de Shane McMahon. Bon, je parle en kayfabe, bien sûr. Donc, cette séquence finale m'a pas trop emballé. Et ouais, j'enchaîne un peu sur une conclusion plus globale maintenant qu'on a toutes les équipes. Là, je vois largement SmackDown, pas comme favori, quoi, parce que. Pas du tout. Ouais. Avec Shane McMahon chez les mecs, il y a AJ Styles. Dean Ambrose, Randy Orton, effectivement, Bray Wyatt qui sont forts, mais bon, en face quand même, on a du très lourd là avec les Jericho, Roman Reigns qui est intouchable, Seth Rollins et Braun Strowman qui est très très impressionnant. Chez les filles, c'est un peu plus équilibré, mais bon voilà. Et puis dans les tag teams, c'est pareil, on a un niveau on a un niveau homogène, mais c'est vrai qu'avec j'aime pas trop les Hype Bros, donc je vais à nouveau cracher dessus. Avec les Hype Bros qui sont assez moyens, Slater et Rhino qui sont très populaires, mais qui restent une équipe censée être deux mecs de niveau moyen. Il y a les American Alpha et les Usos qui pour moi sortent du lot, mais en face on a les New Day qui sont quand même champions depuis 500 jours bientôt. On a Cesaro et Sheamus qui sont deux très fortes individualités. C'est vrai qu'il y a Golden Truth, ça peut se valoir. Mais dans chacun des. Ils étaient là, eux. Ouais. Non, mais non, du coup, c'est Shining Stars. Shining Stars, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. C'est du même niveau. Mais du coup, sur chacun des trois matchs, moi, je mets Raw en favori, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais SmackDown est clairement le challenger. Mais bon, on a bien vu dans l'actualité politique récente qu'être le challenger, parfois. On a dit pas de politique. Pas de politique. Non, mais c'est vrai que c'est terrible d'être passé. Après, on sait pas, il est juste peut-être tout simplement pas en état, mais qu'est-ce que c'est dommage de pas avoir eu le Taker en 5e là.
pour tellement de raisons, parce que qui de plus crédible que lui pour défendre SmackDown, qui était son émission pendant des années. Et oui, mais oui. Et puis en plus, les Survivor Series, c'est son pay-per-view après WrestleMania. C'est vraiment son pay-per-view. Et puis en plus, là, il apparaît la semaine prochaine. Et puis ça et en peut plus, être c'est lui qui a gagné le match face à Shane McMahon. Mais ouais, et puis c'est lui qui a battu Shane McMahon. Enfin, ça pouvait être vraiment génial d'avoir le Taker dans ce match. Et puis en 5v5, on le protégeait à balle. Donc c'est vraiment dommage. Après, qui sait, si ça se trouve, peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir une interaction entre les deux, tout ça, on sait pas, hein, mais bon. Tu me donnes de l'espoir. Ce serait que tout ceci serait temporaire. C'est un go home show, tout est possible. Peut-être que c'est temporaire. C'est un go home show et ce serait la folie en go home show. Là, le Taker qui dit attends Shane, je te respecte, mais je m'en occupe. Genre, et là, je suis saucé par contre. Mais bon. Moi perso, j'y crois pas puisqu'on a quand même. Mais bien sûr que ça va pas se passer. Évidemment que ça va pas se passer comme ça. Quand ils nous ont annoncé Shane contre le Taker pour WrestleMania, on a passé plusieurs semaines à se dire non, mais au dernier moment, il va y avoir un switch, Shane va. Mais moi, la seule raison que je verrais, qui est peut-être ça, c'est que c'est SmackDown qui va perdre et que Shane va prendre un tombé ou quelque chose et que sa sœur va se foutre de lui pendant des mois et qu'il vaut mieux faire encaisser un tombé à Shane qu'à l'Undertaker, peut-être. Oui, dit comme ça, effectivement. Mais oui, effectivement, on sent que Shane McMahon. Il va forcément se passer quelque chose à l'issue des Survivor Series qui va l'impliquer lui. Pourquoi t'aurais jamais dû accepter de prendre la place d'un catcheur. T'as coûté la victoire à Team SmackDown. Ça, évidemment, c'est une ficelle scénaristique qui est très très probable à ce moment-là, quoi. Moi, vraiment, là où ça me fait le plus mal, c'est par rapport à Daniel Bryan. Je pige pas du tout. Enfin, le personnage, il s'auto-flagelle. C'est complètement hors caractère, enfin hors personnalité, ou alors il est encore plus con que ce que je pensais. Shane McMahon, genre je peux pas le voir, c'est juste pas possible. Et alors là, forcément, là, on m'a bien dosé là ce soir. Juste, j'ai même plus envie de voir ce putain de match des Survivor Series. Si, je le regarderai évidemment, mais c'est pas possible. Daniel Bryan, enfin le mec. Comment tu peux à ce point-là renier tout ton roster? On est encore dans l'après Brand Split. Ils se sont battus, ils se sont vantés le cash jabord et les histoires de backstage et la politique ensuite. Mec, tu viens de mettre le commissionnaire dans ton équipe de Survivor Series, quoi, qui sont représentés la crème de la crème des catcheurs, quoi, de ton roster. Enfin, non. Ouais, quoi, c'est clair. Et puis. Ouais. Et puis moi aussi j'ai pas du tout apprécié sa petite remarque. Oh, j'y serais bien allé, mais on me laisse pas catcher. Mais oui, oh là là. Ça commence à. Oui, c'est bon, ça va, ça suffit quoi. Et un autre qu'on n'a pas cité aussi, c'est ils ont loupé aussi une occasion, je trouve, c'est le Miz, parce que le Miz il s'était fait rembarrer la semaine dernière, et là on annonce un spot ouvert et hop, le Miz il n'existe plus. Genre, on n'en a pas entendu parler. Il s'est même pas jeté sur Daniel Bryan pour dire oh pop, il y a un spot, je suis là. Non, ça, je sais pas, ça l'intéresse plus manifestement. Il était tout aussi crédible. Après voilà, ils vont en faire quelque chose. Ça c'est pas certain, mais ils vont en faire quelque chose. Ils doivent en faire quelque chose évidemment. Forcément. Mais ça fait mal. J'ai mal à mon SmackDown ce soir. Bon. J'ai bien choisi comme épisode, hein, ouais. Ouais. Bon, c'est sur cette séquence juste incroyable, impossible que s'achève l'épisode de SmackDown. Du coup, votre top, votre flop et votre note. On va commencer par notre invité d'honneur, Raphaël. Ton top, ton flop et ta note pour cet épisode, s'il te plaît. Mon flop, allez, on va directement dire ça, c'est Daniel Bryan. Ouais, je le trouve de plus en plus énervant, et si un jour il fait un retour à la compétition puisqu'il a l'air de réclamer ça, j'espère que ce sera en tant que heel. Non, c'est impossible, mais il fait de la chip pop, c'est pas très bon. Et puis même, j'ai pas trouvé, leur gestion m'a pas plu là. Ce coup de, il faut absolument trouver quelqu'un avant ce soir, avant dans une heure. Bah non, ça pas forcément. Attendre, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais je suis d'accord. C'est encore 10 jours. Donc voilà, on va mettre mon petit flop pour ça. Le petit top, je vais le mettre, mais plus globalement, j'aurais voulu le mettre depuis longtemps à Becky Lynch, qui a fait un match correct avec une très bonne Alexa Bliss aussi, mais qui continue vraiment de me plaire par son enthousiasme et son énergie sur le ring. Donc Becky Lynch, c'était cool.
Et je vais mettre une note de 3,5 sur 5, puisqu'on continue de noter sur 5. C'était un show où effectivement il y a eu beaucoup d'annonces au final, comme on l'a dit, à la fois pour les équipes des Survivor Series, pour les ceintures qui vont être défendues à Interbrand. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Après, pour moi, c'est un peu ce qui se passe à SmackDown depuis longtemps. Tout est bien, mais ça manque de matchs et de moments extraordinaires, avec beaucoup de matchs qui sont très courts, notamment chez les tag teams, chez les filles et tout. Donc ça fait un peu le catch à l'ancienne que moi j'ai pas trop connu, où en gros les weekly étaient que des petits morceaux de matchs un peu mâchés, et que tout l'intérêt était les pay-per-view. Ouais, voilà. Giscal. Mon top, je vais le donner à Alexa Bliss, moi. Voilà, comme ça on aura fait les deux. Voilà, mais ça fait plusieurs semaines, je crois que je lui donne mon top. Je trouve qu'elle est de mieux en mieux et au bord d'être géniale dans son personnage de heel. Je trouve que vraiment elle est très très bien. Et mon flop, pile au nom, c'est Daniel Bryan aussi. Pile au nom, Daniel Bryan. Non, mais enfin, ouais. Moi aussi, il commence sérieusement à me courir sur le haricot. Chacune de ses interventions devient pénible alors que ça devrait être un vrai plaisir. Donc ça m'agace, et sa décision n'a en l'état pas beaucoup de sens. Et donc voilà. Et puis ma note, je vais mettre 3,5 aussi. 3,5 parce que en fait, bon, on a souligné pas mal de points négatifs, mais dans l'ensemble, je peux pas m'empêcher de penser que ça restait un show quand même super divertissant, avec plein d'annonces, d'annonces très importantes. Et puis un show qui se regardait encore une fois très bien. Donc il y a du négatif, donc on va être un peu plus bas que d'habitude, mais ça reste un bon épisode, quoi. Et ben moi, alors mon top, ça va être, du coup, vous avez suffisamment félicité les filles. Ben moi, ce sera Luke Harper. Sa prestation est vraiment super. Il a vraiment, il joue super bien son rôle. Et pour le flop, tu parlais de pilonner. Bah écoute, je vais pilonner Daniel Bryan, mais via Shane McMahon, ok. Voilà, donc ce sera une victime collatérale. Mais voilà, moi c'est Shane McMahon, et c'est Daniel Bryan évidemment, mais voilà, c'est ça, c'est juste pas possible. Enfin, Shane McMahon, stop. Voilà. S'il voulait vraiment tenir son équipe, ben il se mettait en coach. Natalia, elle est bien coach les filles, bah voilà, il se mettait en coach, et puis voilà. Mais enfin bon, bref, on en a suffisamment parlé, voilà, ça fait mal. Et en note... T'as raison, ça. Pardon, vas-y, ta note. Oui, mais ma note ce sera 3 parce que moi, voilà, je trouvais que c'était un bon épisode de SmackDown. Ça manque toujours de catch, ça c'est vrai. Après, voilà, c'est le coup un peu des Survivor Series. Il faut qualifier les gens. Je pense qu'on aurait pu zapper le match des filles, par exemple, voilà, et on le revoit la semaine prochaine. Voilà, il y a plein de petites choses, mais voilà, 3 et vraiment pour moi ce qui a tué ma hype, mais elle reviendra, mais c'est vraiment cette séquence finale, voilà, c'est déprimant, Mais bon, la semaine prochaine, on a l'Undertaker et on a Edge. Et oui, c'est l'épisode 900 de SmackDown, messieurs. On a Edge, on a le Taker, on a un match pour le titre intercontinental, c'est le Go Home Show, on a tout là. C'est un sacré Go Home Show là, vraiment là, pour cet épisode 900, ça tombe super bien. Du coup, merci à vous messieurs. Je rappelle à nos auditeurs, tout en les remerciant de toujours nous écouter un peu plus nombreux chaque semaine, qui peuvent nous suivre sur iTunes, PodCloud et YouTube. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau supplément de SmackDown, pour un Go Home Show, donc le dernier épisode avant les Survivor Series. Gros morceau. Plein de promesses. Ouais. Gros morceau, peut-être Shane McMahon qui va abandonner, voilà. C'est l'idée. on espère. Et voilà. Voilà. Donc, merci Raphaël de ta présence. Merci à vous de m'avoir accueilli, ce fut un plaisir. C'était un bel épisode de SmackDown quand même, donc je suis très content d'avoir pu le podcaster avec vous. Et merci Giscal. Merci à toi Yarem. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde. Salut. La perplexité est partagée. Putain, j'ai eu du mal sur ce mot. C'est un mot assez complexe, perplexe. Okay. Perplexity. 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 Ah oui. Si tu veux, attends, je la refais peut-être. On va couper.